Midi 14 sur Lux Radio et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Tout de suite, les rendez-vous de l'immobilier avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4 qui nous a rejoint. Bonjour Mohamed. Bonjour Asma, bonjour Dunia, bonjour à tous. Il est question aujourd'hui des marchés immobiliers au Maroc. Avant de vous laisser la parole, Dunia, j'invite les auditeurs à réagir, à poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Oui, les marchés immobiliers au Maroc, un vaste sujet, une nouvelle fois. Alors pour commencer, en guise de définition, on va dire qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors Dunia, donc aujourd'hui on va traiter le marché immobilier. Donc le marché, c'est le marché des actifs immobiliers, c'est-à-dire c'est le marché de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier d'entreprise et de l'immobilier touristique. Sauf que le marché immobilier est très particulier et il est distinct économiquement de la majorité des autres marchés des actifs, notamment le marché financier. Et cette différence-là apparaît sur plusieurs niveaux. En fait, c'est que les actifs immobiliers sont à la fois immobiles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être déplacés, ils sont hétérogènes, c'est-à-dire très diversifiés, et ils sont durables, c'est-à-dire qu'ils génèrent des flux de services et des revenus réguliers dans le temps. C'est pour cette raison que l'immobilier a une double dimension. La première dimension, c'est qu'il est considéré d'une part comme un espace que l'on occupe et qu'on l'on utilise avec une certaine valeur d'usage. Et la deuxième dimension, c'est que l'immobilier est considéré comme un actif réel, distinct des autres actifs financiers, et cela du fait de sa dimension patrimoniale. Et cette double dimension de l'immobilier qu'on vient d'évoquer nécessite que l'on distingue le marché des actifs immobiliers et le marché du service rendu par ces actifs, notamment le marché locatif. Et par conséquent, il n'existe pas un seul marché de l'immobilier, mais une multitude des micro-marchés distincts les uns des autres par leur destination, par leur localisation ou encore par la qualité des prestations offertes. Voilà. D'accord, donc j'imagine que c'est une sorte d'organigramme, on va dire, pour illustrer ça. Donc vous le soulignez à l'instant, la dimension durable, hétérogène, patrimoniale de ces marchés immobiliers au Maroc. Toutefois, c'est vrai que lorsque l'on évoque le marché immobilier, on ressort souvent un souci de transparence, ce qui affecte, j'imagine, l'investissement dans la pierre. Que dire d'ailleurs de ce problème ? Effectivement, Dunia. Donc le marché immobilier se distingue des autres marchés des actifs, et en particulier le marché financier, c'est-à-dire le marché boursier. Et cela par leur opacité, c'est-à-dire par leur faible transparence. Et cette imperfection-là, qui est la faible transparence du secteur, se remarque davantage dans le marché de l'immobilier d'entreprise en général que pour le marché des logements. Dans la mesure où il existe dans le secteur résidentiel des sources statistiques relativement plus nombreuses, en raison notamment de l'aide apportée par les pouvoirs publics, notamment le HCP et le ministère de l'Habitat. Et les sources statistiques sur le marché immobilier sont de façon générale rares au Maroc, comme la plupart des autres pays étrangers. En fait, c'est que malgré les récents progrès réalisés par la profession immobilière, l'information reste difficile au Maroc à obtenir, surtout à un niveau détaillé, et s'avère très souvent incomplète ou même décalée dans le temps, du fait de la longueur des procédures d'acquisition immobilière, ce qui engendre parfois un coût supplémentaire pour l'investisseur qui désire se procurer cette information. Oui, donc l'opacité des informations, ce n'est pas un problème au Maroc. Mais c'est pas un problème. C'est pas spécifique au Maroc. Spécifique au Maroc, Alors je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est question aujourd'hui des marchés immobiliers au Maroc. On parle donc immobilier résidentiel, touristique, d'entreprise. Vous venez de nous dresser une vision plutôt globale du marché immobilier. Alors en tant qu'investisseur, par exemple, quels sont les actifs immobiliers dans lesquels ils peuvent justement investir ? Alors, Dunia, il existe différents types de biens immobiliers dans lesquels on peut investir. Et je peux les regrouper en 3 grandes catégories. Donc, il y a l'immobilier résidentiel. Et cette catégorie-là comprend tous les biens construits dans le but de loger des personnes. Par exemple, des appartements, des villas, des immeubles, etc. La deuxième catégorie, c'est l'immobilier d'entreprise. Donc cette catégorie regroupe une variété d'immeubles qui n'ont pas un usage résidentiel, mais qui sont destinés à l'exercice d'une activité professionnelle
commerciaux ou industriels. Des plateaux de bureaux, exact, Dunia. Les locaux commerciaux, les locaux d'activité, les entrepôts. Et le troisième type, c'est l'immobilier touristique. Donc ça regroupe les immeubles de loisirs et les immeubles touristiques, par exemple les hôtels, les REITs, voilà. D'accord. Alors, les biens immobiliers, on l'a compris, donc c'est un vaste chantier, on va dire, c'est très varié. Comment investir dans un marché immobilier? Est-ce que c'est toujours justement la même procédure qui s'applique, par exemple, entre l'immobilier résidentiel et l'immobilier touristique ou d'entreprise, vu que c'est les trois principales catégories? Exactement. Dunia, il existe différents moyens pour investir dans le marché immobilier. Mais les plus utilisés au Maroc sont soit un placement direct, soit un placement indirect. En fait, c'est que les placements immobiliers directs constituent la manière traditionnelle sur le marché immobilier. Et cela consiste en l'acquisition directe d'un bien immobilier généralement fait par des investisseurs. Par contre, pour le placement indirect, c'est une autre possibilité pour investir dans le marché immobilier et qui consiste à réaliser un placement, mais par le biais de véhicules d'investissement, notamment des fonds d'investissement, qui détiennent des parcs immobiliers. Et là, on parle d'investissement indirect dans la mesure où l'investisseur acquiert des parts d'un fonds détenant des immeubles et non pas directement des actifs. Et là, je donne un exemple, ce sont les OPCI. Les OPCI, c'est un placement indirect. D'accord. Donc en fait, quelque part, il y a une distinction à faire entre le direct et l'indirect, dans le sens où quand on est dans l'indirect, on ne jouit pas forcément directement, ou c'est partagé. L'indirect, ça veut dire on achète, on acquiert une quote-part d'un fonds. D'accord. Voilà. Et le fonds, le capital du fonds, c'est un parc immobilier. D'accord. Donc le placement direct, on va dire la manière traditionnelle, ou placement indirect, finalement, quels avantages et quels inconvénients pour un investisseur? Alors, c'est une grande question, Dunia. Mais ce que je peux dire, c'est que ce soit le placement direct ou bien le placement indirect, il y a des avantages et des inconvénients, surtout pour le placement direct. Je vais expliquer. En fait, c'est que le placement direct, c'est-à-dire l'acquisition directe des biens immobiliers, présente plusieurs avantages, notamment celui de fournir une diversification d'un portefeuille contenant des actifs immobiliers et également de donner à l'investisseur la maîtrise de la stratégie et de la gestion de son portefeuille. Toutefois, les placements directs comportent plusieurs inconvénients du lien. Le premier inconvénient, c'est que les placements immobiliers directs sont peu liquides et la cession d'un actif prend plusieurs mois. Deuxième inconvénient, c'est l'existence des asymétries d'informations en matière de placement immobilier direct. Et le troisième inconvénient, c'est que les investisseurs immobiliers directs requièrent un effort important de gestion tout au long du cycle de vie de l'investissement. Et cet élément concerne en particulier les aspects techniques du bâtiment. Alors ça, c'est pour le placement direct. Pour le placement indirect de l'IS, personnellement, je ne vois pas d'inconvénients. Il n'y a que des avantages. Ah bon? Ah oui. En fait, c'est que... C'est un regard objectif? Ouais. Alors dites-nous en plus. C'est mon point de vue. Oui. Alors pourquoi? Le premier avantage du placement indirect, c'est que les placements indirects présentent l'avantage de conférer à l'investisseur une exposition au marché immobilier, tout en limitant le plus souvent les asymétries d'informations, et cela en alignant les intérêts du gestionnaire du fonds avec ceux des investisseurs. Le deuxième avantage, c'est que l'investisseur dans un fonds permet de réduire l'exposition aux éventuels risques, oui. dans la mesure où il possède une quote-part d'un fonds bien diversifié. Et le troisième avantage, à mon sens, c'est que ces fonds d'investissement offrent des rentabilités attractives au profit des investisseurs. Et cela permettra de bénéficier du levier financier du marché, sachant que ces investisseurs ne disposent pas forcément de la capacité à emprunter. Et de ce fait, pour répondre à ta question, Dunia, je préfère largement les placements indirects. Alors, j'imagine que quand on parle aussi de placement indirect, ça concerne quand même des actifs qui sont beaucoup plus importants. Beaucoup plus importants, exactement. Et si on est tout seul, on ne peut pas acquérir ces actifs-là. Voilà. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de GIC4. Alors, si vous voulez réagir ou poser vos questions, vous pouvez le faire à tout moment, d'ailleurs, sur l'application Lux Radio. Alors, vous parliez donc de 3 catégories principales, résidentielles, touristiques, et puis il y a aussi celle d'entreprise.
Ouais. Est-ce que justement, on en a déjà parlé, l'immobilier d'entreprise, c'est un marché immobilier particulier. Ouais. Est-ce que ça veut dire quelque part qu'il a ses propres investisseurs? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est sa spécificité? Effectivement, Dounia. En fait, c'est que, tenant compte de la spécificité du marché de l'immobilier d'entreprise, on trouve que l'immobilier d'entreprise a ses propres investisseurs. Et là, on peut les classer en 3 typologies. Donc, il y a les investisseurs core. Donc, ce sont des investisseurs du long terme qui cherchent non seulement un rendement régulier, mais également des actifs immobiliers sécurisés avec des locataires de grande signature et qui ont signé des baux fermes à long terme. Et cela permettra à ces investisseurs-là d'assurer des revenus locatifs récurrents. Par exemple, les compagnies d'assurance. Ça, ce sont des investisseurs core. Deuxième type, ce sont les investisseurs value added ou bien les investisseurs du moyen terme. Donc, comme je viens de dire, ce sont des investisseurs du moyen terme qui cherchent des actifs immobiliers sur lesquels il est possible de créer ou bien de recréer de la valeur à moyen terme. Donc, soit en renégociant les baux avec les locataires, soit en effectuant des travaux de bâtiments. Et je donne des exemples, par exemple les fonds d'investissement, les foncières. Le troisième type, ce sont des investisseurs opportunistes. À court terme. À court terme, voilà. Exact, Dunia. Donc, ce sont des investisseurs du court terme, comme tu viens de dire, et qui cherchent des actifs immobiliers qui sont par nature beaucoup plus risqués. Ça peut être quoi, par exemple, concrètement? Ils achètent des actifs qui ne sont pas encore immatriculés et ce sont ces investisseurs-là qui procèdent à l'immatriculation de ces biens-là. Donc, ce sont des actifs plus risqués. Donc, c'est-à-dire plus risqués, ça veut dire qu'ils sont de très forte valeur ajoutée. Et l'objectif de ces investisseurs-là, c'est de réaliser de la performance sur la base des plus-values réalisables, plutôt que du rendement locatif. Je donne un exemple, ce sont des marchands de biens. Ce sont des investisseurs court terme, comme tu viens de dire, et ce sont des investisseurs opportunistes. Alors finalement, pour résumer, quelles sont les principales problématiques qui entravent le secteur ? Alors, Dounia, le secteur de l'immobilier au Maroc est l'un des secteurs les plus attractifs du tissu économique, de par sa contribution importante dans le PIB national et dans la création d'emplois. En fait, Dounia, c'est que le secteur d'immobilier représente 6,8% du PIB national. D'accord. Il embauche environ 1 million d'emplois, soit 10% de la population active. Et il génère environ 27% des recettes de la TVA. Par contre, malheureusement, le secteur connaît plusieurs difficultés. Par exemple ? Alors, la première difficulté, c'est que la classe moyenne, c'est moi, c'est toi, c'est... Donc, la classe moyenne, c'est... je ne sais pas si vous êtes de la classe moyenne. Peut-être que... On va chacun parler pour soi. On va dire que c'est la majeure, on va dire que c'est la moyenne. Voilà. Alors, la classe moyenne, donc la première difficulté, c'est que la classe moyenne n'est pas bien servie en matière de l'immobilier résidentiel. En fait, l'offre du moyen standing est insuffisante au Maroc, vu que les autres segments, le logement social et le standing, sont beaucoup plus rentables et offrent aux promoteurs immobiliers une marge bénéficiaire plus attractive. La première difficulté, c'est que les promoteurs immobiliers se trouvent en constante suggestion aux établissements bancaires qui préfèrent d'endurcir davantage leurs conditions d'octroi de crédit en exigeant plus de garanties et en augmentant même parfois les primes de risque spécifiques. La troisième difficulté, c'est la rareté et la cherté du foncier constructible. Et quand on parle d'un foncier constructible, ça veut dire un foncier viabilisé et disponible à la vente. En fait, le foncier représente au Maroc 50 à 60% du coût de revient de l'opération immobilière. C'est trop. C'est énorme. C'est énorme, Dunia. La quatrième difficulté, à mon sens, c'est le déficit en matière d'infrastructure et en matière d'équipement, qui entrave la mobilisation du foncier. Alors, ceci dit, à mon avis, et pour relancer le secteur de l'immobilier au Maroc, je propose quelques solutions. La première, c'est qu'il faut mobiliser le foncier public pour pouvoir offrir une assiette foncière à des prix rationnels, acceptables pour les investisseurs. Deuxième solution, c'est qu'il faut plus d'implication des banques dans le financement des projets immobiliers. Également, il faut développer les partenariats publics-privés
Et c'est un montage, comme j'ai dit lors d'un numéro précédent. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Exactement, c'est un montage gagnant-gagnant. C'est un montage gagnant pour l'État et c'est un montage gagnant pour l'investisseur. Également, il faut renforcer les exonérations fiscales en faveur du secteur privé, les promoteurs, les investisseurs, les aménageurs. Et finalement, Dounia, il faut développer l'immobilier vertical. Parce que cela permettra d'optimiser la consommation de l'espace. Voilà. Merci pour toutes ces recommandations. L'appel est lancé. C'était Mohamed Lazim. Il était question des marchés immobiliers au Maroc. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier. Et d'ici là, sachez que vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur l'application Lux Radio.